Les amis, qui sait encore lire une carte routière de nos jours quand le GPS nous mâche absolument tout le travail? Qui continue de calculer mentalement un pourboire quand on a toujours une calculette sous la main? Je trouve que à l'ère du tout numérique, de nombreuses compétences traditionnelles semblent s'atrophier. La technologie nous facilite tellement la vie au point que notre cerveau n'a plus besoin de fournir aucun effort comme autrefois. C'est le thème que je voulais aborder avec vous dans cet épisode, ce phénomène un petit peu de deskilling qu'on peut observer dans beaucoup de domaines, l'orientation, le calcul, l'orthographe, la culture générale et même la concentration, vous allez le voir. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou c'est simplement l'évolution normale de notre cerveau se libérant finalement de certaines tâches devenues inutiles ou en tout cas moins importantes que d'autres? Comment ça va mes petits osios? Bah écoute, ça va, hein, je me suis fait auto-assister par mon IA pour préparer cet épisode, donc on est bon. Il a déjà répondu à la question. Et t'as vu, on a encore commencé par écoute. Tu t'es deskilling, ouais, vous êtes un... C'est moi qui ai fait un écoute là. Ouais, t'as fait un Ouais, bah... C'est votre phrase de transition. En fait, c'est des phrases où t'as besoin d'un petit tremplin pour partir sur un truc et du coup, voilà, c'est ça. Vous savez qu'il y a une starter. tendance sur TikTok qui tourne actuellement, même sur les réseaux de manière générale, où ils veulent enlever les mots inutiles. Donc les les E, les... Il y a le du coup que j'utilise moi, des fois que j'essaie de faire sauter parce qu'apparemment, il faut pas l'employer. Et aux États-Unis, il y a les you know, les juges, j'en profite. Amine. S'il vous plaît, les au jour d'aujourd'hui, arrêtez. Ah non, mais pitié, ça faut pas. Pitié. Hein. Parce que j'en vois. Et tu sais que j'en vois, mais vraiment, genre, c'est pas, tu te dis, ouais, c'est genre la personne qui est inculte et tout ça. Hein. Dans des plateaux de télé, j'ai vu ça aussi. Des de gens, nos jours, aujourd'hui, arrêtez de mettre les trois. C'est comme monter en haut. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est pas possible. C'est aujourd'hui tout court. On est très bien. Et pareil, en tous les cas. Ouais. Non, c'est dans tous les cas. Voilà. Merci. Une espèce, on va tous les faire là, c'est bon. Ouais, un Wi-Fi, pas une Wi-Fi, sinon je vous tape. Ah, tu dis la Wi-Fi, tu dis le Wi-Fi, toi? C'est le Wi-Fi. Moi, j'ai toujours dit le Wi-Fi aussi. Mais... Bah voilà, non tout mais il n'y a aucun monde où c'est la Wi-Fi. Bon, la bref. Game Boy. La Game Boy. C'est pas du tout. Mon combat. C'est pas du tout parce le que thème de l'épisode. l'orthographe se perd finalement. Est-ce qu'on n'est pas justement dans cette dualité dont on dit oui, effectivement, on peut le dire, on peut pas le dire? Est-ce que on parle de tout ce qui est justement lecture profonde, assimilation de certaines connaissances? Moi, je suis désolé, c'est dans le thème. Hein. C'est vrai, un petit peu. On va l'aborder. Ça en fait partie. Mais je crois que le thème, moi, qui m'a le plus sauté aux yeux quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, en fait, ce qui m'a traversé l'esprit et pourquoi je voulais parler de ce sujet, c'était un moment où je me suis retrouvé face à une situation où je me suis dit, est-ce que j'aurais pu le faire sans mon téléphone? Honnêtement, tu vois. Est-ce que c'est poser une division? Parce que je crois qu'on avait eu cette conversation. On avait eu cette discussion. Oh waouh, c'est moi, ça. C'est toi. Je me suis terrifié à ne plus savoir poser une division. Et franchement, si vous nous écoutez, je vous mets au défi. Alors après, il y a toujours certains, je sais que moi, j'en ai fait une il y a 2 minutes, je l'ai très bien faite. Mais en vrai, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça, essayez, vous allez voir, vous allez vous terrifier vous-même. Mais je crois que s'il y a des gens qui écoutent le podcast à plusieurs, va y avoir l'épisode de la mauvaise foi. Ouais. Les gens vont être là, mais attends, mais moi je le fais tout le temps. Sors une feuille, parle français, sors une feuille maintenant. 24 divisé par 6, non, la vraie division à plusieurs chiffres, virgules et tout ça, là vous allez voir. Et en fait, ce qui est un ouf, c'est cognitivement parlant, toi en fait, t'es persuadé que tu sais encore le faire en fait. Si tu t'attrapes un mec, tu dis ouais, bah pose une division, il va dire bah oui, je sais le faire. Sauf que quand tu commences à mettre des trucs un peu complexes, c'est là que le mec il dit oh waouh, c'est la méthodologie de même juste comment on calcule, c'est fou. Et bah vous savez quoi, on va commencer par ça. Ouais. Et même au-delà de poser une division de manière générale, c'est même le phénomène calculatrice versus calcul mentaux. Est-ce que récemment, vous avez déjà calculé mentalement des choses? Bien sûr. Ah ça pour le coup, les petits trucs, alors diviser, oui, faire des pourcentages, oui, des multiplications, etc. Oui, avec la calculette, tu veux dire? Non, c'est pas des trucs trop complexes, j'essaie de pas trop sortir de la calculette. En général, j'essaie de le faire de tête, et après, je sors la calculette, et je suis un peu fier quand je me suis pas trop trompé, tu vois. Mais pareil, tu dois vérifier. Je dois vérifier pour m'assurer, mais je tape relativement proche, tu vois. Je suis pas trop en mode, je sais pas complètement faire et tout. Alors, il y a des calculs, frérot, enfin, je vais pas sortir la feuille de papier pour le faire, déjà parce que j'ai pas de papier, j'ai pas de stylo. Et ensuite, parce que comme tu l'as dit, j'ai le téléphone qui est dans la poche. Mais je sais que ça, pour le coup, c'est un truc que j'essaie de garder la mécanique, d'entraîner mon cerveau à continuer à le faire. Parce que je veux pas pour 6 x 7 sortir la calculatrice, ça me fait un peu chier, tu vois. Non, mais moi, par contre, là-dessus, ça va encore. Genre, tout ce qui est table de multiplication, tous les trucs qui ont été un peu des traumatismes dans mon enfance, que moi, en fait, quand je vois des tables de multiplication, je vois, tu sais, comme dans les mangas, où toi, t'es tout petit comme ça et t'as la grosse tête du daron qui te regarde, qui dit « Comment ça, tu sais pas ?» Alors, mais c'est facile. J'ai un vrai traumatisme. et anecdote, confession, je le fais aujourd'hui même à mon fils. C'est-à-dire que je suis intransigeant
sur les tables de multiplication. Pour moi, il doit savoir les connaître par cœur parce que c'est le b.a.-ba en fait. C'est vrai que moi, j'ai vachement perdu ça. Alors, je pense que je l'ai déjà raconté dans des épisodes, mais j'ai arrêté les maths très tôt dans ma carrière. Ouais, mais tu vas les reprendre. Avec un enfant, tu vas les reprendre. Non, enfin, au bout d'un moment, ça va repasser. Tu vois, c'est pas moi qui vais m'occuper de cette partie-là. Ça, je vais le déléguer à ma moitié. Moi, je m'occuperai de quelque chose d'autre. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Je le reconnais, les maths, ça n'a jamais été mon fort. Mais quand madame sera pas là, tu devras bien te démerder. Non, jamais. Et t'auras des scrupules à sortir ta calculatrice devant ta gosse. Mais j'appellerai mes parents, j'appellerai mes beaux-parents, peu importe. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas ma mission, vous m'entendez? Mais vraiment, j'ai toujours eu un problème avec les chiffres. Et généralement, ça commence à partir de l'énoncé. Je te jure, mais ça a été diagnostiqué par mes profs. Tu lui dis soit F2F la fonction, il fait il commence à avoir des bouffées de chaleur et mais tu sais, il y a les gens qui réagissent mal quand ils vont passer un QCM, un examen ou peu importe, où ils ont ce blocage de ok, on est en phase d'examen, donc je ne me rappelle de plus rien, tout ça. Oui. Moi, ça commençait à partir de l'énoncé. Je lisais l'énoncé, même si éventuellement je pouvais connaître la réponse, mon cerveau faisait un blocage. Alors, je suis un peu comme toi, moi, ça commence encore plus tôt. C'est du coup, l'évaluation, ce sera. Et là, tu vois, à partir du moment où la prof elle disait ça, quand elle était. Erreur 404. Voilà, je savais que j'allais être jugé, que j'allais puer la merde, parce que j'ai pué la merde avant. Résultat, j'ai pué la merde. Donc, ça me faisait flipper. Et moi, cette partie-là, c'était une grosse partie au collège où j'ai eu beaucoup de difficultés. Je vous passe les détails, mais bon, bref, ça a été un petit trauma. Et les maths sont restés un petit peu mon trauma. Et la force dans tout ça, c'est que j'ai un grand-oncle chez qui je prenais des cours de maths. Je vous raconte ma vie clairement. Vas-y, raconte. Et du coup, tous les mercredis, j'allais le voir, on faisait les trucs et il était tellement blasé. Écoute-moi bien. J'essayais d'écouter, j'essayais de m'accrocher. Il voyait que je faisais des efforts, mais que je ne comprenais rien. C'est lui qui faisait mes DM. Au début, ça commence. C'est une dinguerie. Ça commence nom, prénom, ok, Schaeffer, premier exercice, ok. À la fin, vraiment, moi j'étais comme ça, je le regardais, il faisait le truc. Tellement il avait de l'empathie pour moi, il disait, mais le pauvre, tu vois. Et j'étais là, mais assidu. Tu dis rien à tes parents, hein. Ouais, même pas, non, ils s'en foutaient. Ah ouais, c'est assumé, mais mes parents ils le savaient très bien. Hein. Okay. Ma mère elle me mettait là-bas parce que bon, il fallait que je sois un peu discipliné. Je le faisais, tu vois, avec la bonne volonté qu'il y avait derrière. Mais juste mon cerveau n'y arrivait pas. Et bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai un peu cette continuité là-dessus. Traumatique. Traumatique un petit peu où je ne me sers que de calculettes. Il n'y a pas un moment où je fais des calculs mentaux. Vraiment, je ne peux pas. Mon cerveau n'est pas programmé. Il y a un blocage et même quand genre je fais de la compta, des choses comme ça, c'est tableur Excel. Vérification, je fais les calculs dans la calculette, je double vérifie, double check, je refais les summaries, les résumés, etc. J'allais dire, ça c'est quand même un truc, quand tu fais des calculs un peu à la chaîne comme ça va. Mais genre quand tu sais, t'as jamais la situation où t'es en mode au resto, tu vois la fiche, le total cash, tu dis calculatrice. Attends, il y a un truc. Cash direct. Cash. Ah, t'es dit, ah ouais, d'accord. Moi, je suis en mode, attends. Tu me dis, alors si c'est le calcul, c'est 22 moins 10. Ok. C'est le mec qui te regarde jamais sans Macasio. Mais sinon, la TI, jamais. Non mais en vrai, ça pour le coup, c'est un vrai add-on que le téléphone a apporté, même aujourd'hui sur les ordinateurs. Quoique tardivement sur les iPads. mais c'est vrai que je ne peux pas m'en passer. Aujourd'hui, je fais que ça. Et les calculs mentaux, je n'y arrive pas. Voilà. Purement et simplement. C'est vrai que on a perdu, je pense aussi, cette habitude au fur et à mesure d'essayer de faire l'effort. On le fait sur certaines choses, mais on va beaucoup faire de double vérification parce qu'on est moins sûr de nous, je trouve, quand même, dans ce domaine. Ouais. Alors c'est un peu comme le sport, en fait. Hein. Si tu t'entretiens pas, au bout d'un moment, c'est comme ça. Mais faut muscler le cerveau, je suis tout à fait d'accord. L'exemple, il est intéressant dans le sens où le sport, c'est plus sur la quantité. Tu vois, si tu fais du sport à donf toute la journée une fois, c'est pas pour autant que tu vas te sentir drastiquement, tu vas perdre beaucoup de poids ou quoi. Alors que le faire petit à petit, effectivement, c'est ça qui t'entraîne dans la durée. Et c'est un truc qu'on a tendance à un peu perdre avec l'avènement de pas mal de technologies et le fait que c'est de plus en plus facile de déléguer la tâche, en fin de compte, à un autre système. Et reprendre l'analogie du sport, c'est aussi le mouvement, répéter le mouvement beaucoup de fois, au bout d'un moment, ça rentre, ça devient naturel, comme une routine l'est, comme les mécanismes que tu vas avoir, parce que tu sais où est ton sachet de thé, etc., etc. Tous ces trucs deviennent un mécanisme, et c'est sûr que si tu l'entretiens pas, on perd cette capacité de plus en plus. Mais c'était intéressant d'avoir votre réflexion là-dessus. Il y en a une deuxième que je me suis faite, et là, je pense que ça vous parlera un peu plus. Pour moi, c'est l'exemple un peu emblématique, c'est la navigation.
Et c'est quand la dernière fois que vous avez ouvert une map? Est-ce que vous avez déjà ouvert un plan Bien pour sûr. vous repérer? Bien sûr. Alors ça, pour le coup, les À maps, part je l'ai en fait. course d'orientation. Et en course d'orientation, j'allais y venir, mais je l'ai déjà fait. Et anecdote, j'en ai lu une le week-end dernier. Ah ouais? J'étais chez les grands-parents de ma femme, et à un moment, je lui ai dit, ouais, on doit aller chez un pote, machin. Il dit, ah, il habite où? Ah, je sais pas où c'est, nana. Il est revenu avec la carte des Non, anciens, Le Michelin. la carte Michelin, mon pote. Exactement. Je l'ai vu. Alors, tu sais, paradoxalement, tu sais, c'est quoi le truc qui m'a donné des bouffées de chaleur? C'est la quantité d'infos qu'il y a dessus. Parce que Oui. t'as pas juste les routes, Non. t'as les noms des patelins, des intersections, Alors, machin. absolument T'as une quantité d'ailleurs, d'infos la légende raconte que Ubisoft a toujours une carte Michelin pour faire ses maps dans les jeux. Voilà, tu prends Assassin's Creed, tu prends une carte Michelin, c'est pareil. C'est la Ok. même. Mais c'est vrai que je trouve que notre sens de l'orientation s'est un petit peu émoussé au fur et à mesure du temps, surtout à cause de ça. Et ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est que encore aujourd'hui, mon beau-père chope une carte pour regarder ses trajets. Oh waouh. Donc il a une quantité d'informations dans la tête astronomique que je n'ose même pas me confronter à ça, tu vois. Surtout qu'il te dit, ah oui, tu prends la direction, nana. Tu fais, je sais pas. Non, et ça, ouais, ça mais- c'est le pire. Je me sens super mal, moi, quand mon daron, il essaie de me refaire un trajet. Il dit, mais tu vois le rond-point où il y a Leclerc, là, et tout. Et pour lui, Mais c'est oui. évident. Mais Et t'as toi, la t'es jonction à là. 86 à 15, tu prends ici, tu sors à la sortie machin, et puis après, Toi, voilà. t'as les corbeaux, quoi. Mais il y a trop de personnes Ouais. qui carrément me disent les noms de rues Ouais. de ma ville. Je ne connais, Mais non, mais à part oui. ma rue, je ne connais aucune Mais oui. rue. Calmez-vous, Mais oui. en fait. Les Moi, gens, vous ils me sont dites là, gauche-droite, oui, gauche-droite. la rue d'Olto. Mais non, j'habite bon pas là-bas, donc je ne sais pas cet endroit. Vraiment. C'est trop fou. Alors après, il y a des chercheurs qui ont quand même montré que les gros utilisateurs de GPS développent une dépendance qui affaiblit leur mémoire spatiale, carrément spatiale. Et une étude de 2020 a révélé que les personnes ayant le plus recours au GPS obtenaient de moins bons scores de navigation lorsqu'on les plaçait sans être dans un environnement virtuel inconnu. Alors, par contre, ça, je suis complètement dedans parce que je mets le GPS systématiquement. C'est-à-dire que j'ai 5 minutes de voiture, je mets le GPS. Mais en fait, tu sais pourquoi je le mets? Parce que Waze, il te dit aussi quand t'as un accident, quand c'est bouché, quand t'as un objet sur la route. Donc en fait, 5 c'est trop minutes de pratique. voiture. Mais c'est trop pratique de l'avoir Oui, pour parce ce genre que tu veux d'alerte. à pas la con. te faire embourber dans une rue, par exemple, où c'est bloqué et tout ça. En fait, je pense que je comprends ce qu'il veut. Il y avait une fois où je l'avais pas mis, je me suis dit, bah tranquille, je connais la route, tu sais ce qui s'est passé. Il y avait des travaux dans une putain de rue à côté de chez toi. J'ai dû taper un demi-tour en plein milieu de la rue. J'ai perdu 5 minutes de trajet. Donc, Voilà. j'essaye de pas le mettre. En fait, je le mets surtout pour les alertes. Je regarde le monde et tout. Mais je comprends ceux qui le mettent régulièrement. C'est pour moi, en vrai, pour 5 minutes. Non, mais en Je vrai, vais pas en le plus, faire, le mais, pire, c'est que tu pourrais mettre Waze sans mettre ton trajet. Puisque, genre, Waze, il t'avertit, je pense, quand même, si t'as pas mis le. Si, alors ça dépend des axes, mais oui, c'est possible. Alors, le problème, c'est qu'il anticipe pas. Là où C'est je ça. te rejoins, c'est C'est que le problème, la faille dans ce truc-là, c'est qu'il anticipe pas. Mais par contre, moi, il y a un truc où je voudrais un petit peu avoir une touche d'espoir. C'est que moi, je suis un peu pareil. J'arrête pas de dire aux gens, j'ai pas le sens de l'orientation ni quoi que ce soit. Il m'est arrivé une anecdote une fois où j'étais à un mariage et j'étais en Belgique. Et donc, mes parents sont rentrés plus tôt et moi, je voulais rester parce que c'était des amis à moi. Et ils me disent, bah, nous, on rentre, tu rentreras après, tu te débrouilles, machin et tout ça. Et t'inquiète, il y a une des personnes de la famille qui va te guider en bagnole. Tu la suivras et puis voilà, elle va te ramener. Tu l'as parce perdu. Oh, tu le perds. Non. t'es foutu. C'est qu'elle est partie avec un mec. Bon, ils étaient en toute détente. L'autre, je pense qu'il a dû, je pense qu'il devait passer un bon moment, donc ils se sont vite échappés. Et je me retrouve dans la pampa, genre, tu sais, où t'es à la limite de la frontière France-Belgique, mais genre, c'est un peu la campagne, en fait. C'est la campagne. Mec, je me suis retrouvé, genre, 4 heures du matin, dans des rues avec des gouffres. Tu sais, genre, vraiment, tu roules, c'est une voie, et à côté, Ah c'est ouais. les gouffres, tu vois. Et le pire, c'est que tu continues. Moi, je sais plus où je vais, tu vois, parce que je connais plus le chemin. J'ai perdu les gens en face. J'arrive pas à les joindre, hein, sinon c'est trop facile. Et t'arrives devant des panneaux, tu sais, bah, qui t'indiquent la route, avec des noms belges qui font 350 Geschula km. Roftophone. Voilà, avec de Westfalen. Et après, en fait, j'ai eu un instinct de survie où j'ai continué, j'ai pas paniqué et tout. J'ai commencé à regarder les panneaux. Et après, j'ai vu un truc qui avait marqué Frankfurt. J'ai dit, ça, c'est France. J'ai suivi ce truc-là. Tu as quand même un moment, un instinct de survie où tu te dis, attends, vraiment, je vais essayer d'y aller un peu à la déduction. Et quand même si vous n'êtes pas très, très bon en sens de l'orientation, essayez de pas paniquer. À ce moment-là, dire paniquer, ça sert à rien. Et essayez de voir si tu reconnais un truc. Et moi, j'ai reconnu des noms où ça me semblait me ramener vers chez ma tante où je dormais. Et après, par contre, c'était horrible. J'ai eu tous les combos possibles entre les rues belges de 350 km et quand tu arrives dans le nord de la France, tu sais, avec ces rues où toutes les maisons, c'est des briques rouges. Ah oui, bah oui. Où moi, j'avais l'impression toutes les 10 minutes d'arriver chez ma tante. Ah, c'est la rue.
Ah bah non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas celle-là. Mais toutes les rues se ressemblent parce que les maisons sont toutes pareilles. Mec, c'est un cauchemar. J'ai quasiment la même anecdote. En sortant de l'église à mon mariage, on rentre dans la voiture. J'ai pas mon téléphone sur moi, évidemment. Bah oui. Ma femme a pas son téléphone sur elle, évidemment. Elle est en robe de mariée. On commence à faire le demi-tour. Tout le monde nous regarde. Vous étiez là, d'ailleurs. Ouais, On fait des coucous, machin. On commence à partir. Elle se tourne vers moi en disant « T'as ton téléphone pour rentrer ?» Je dis « Non ». Elle me dit « Ok, bah vas-y, fais demi-tour ». Je dis « Non, là, on vient de partir comme des seigneurs. Il y a aucun moment où je fais demi-tour. » Donc, j'y suis allé de tête en me disant « Ok, je pense que c'est par là. » Et pareil, hein, c'était la pampa absolue, etc. Donc, full guess. Et finalement, sans aucune encombre, comme si j'avais un GPS, je suis rentré à la case départ. pense, t'es arrivé comme un roi. Attends, non, mais ça, faut en parler 2 secondes, là. Tu sais, de prouver que t'as réussi, le petit sentiment de satisfaction. Bah oui. En mode, ouais. Non, mais comme Mais quoi, tu vois, encore, il y a ce moment de panique où tu sens que t'es perdu. Bah, essayez quand même de prendre le temps de souffler 2 secondes et de dire, attends, j'ai un instinct de survie, et parfois ça marche. Et je pense qu'en vrai, même si on met le GPS, il y a beaucoup de moments où, bah, moi, tu vois, particulièrement, je le mets très régulièrement, même quand je fais des trajets où je connais un petit peu vite fait. Au final, ça commence à rentrer et au bout d'un moment, à force de le faire, tu commences à rentrer. Il y a quand même un neurologue américain qui résume le problème en disant que le GPS rend notre vie tellement pratique, trop, qu'on compte tellement dessus qu'on pourrait en fait affaiblir la mémoire spatiale de notre cerveau. Et il dit que justement que ça affaiblit une structure cérébrale carrément appelée l'hippocampe, qui est liée du coup à la mémoire et à la navigation et qui permet au fur et à mesure, en fait, à force de ne plus suffisamment le solliciter, commence à s'atrophier un petit peu. Après, Donc il faut le développer, quoi. La question que je me pose, c'est ok, donc on va pas du jour au lendemain se mettre à bannir le GPS. Ce qu'il faudrait, c'est à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, plutôt s'interroger de comment on peut faire retravailler ce truc-là autrement, en fait. C'est peut-être aussi un des fonds du débat, de tous les débats qu'on va avoir ce soir. Je suis assez d'accord. Alors j'ai quelques clés dont on parlera en fin de podcast, parce que vous allez voir, il y a plein de domaines différents. Et puis les gens, il faut qu'ils restent. Mais et aussi, si tu veux le cheat code, c'est pour vasapater à pâter. On en parlait tout à l'heure, le correcteur automatique d'orthographe. Le correcteur orthomatique, c'est bien que tu aies fait l'erreur juste sur ce truc. Vraiment, je suis au c'est bout de ma vie. merveilleux. Évidemment, le correcteur automatique contre le fait de bien écrire, c'est, je pense, le plus flagrant, et le fait que les gens aujourd'hui ne sachent plus écrire, ça me traumatise. Un point fou. Ça, je suis d'accord. Du coup, j'ai pris la petite tablette où je peux écrire moi à côté et tout pour me forcer à pas. Tu sais, des fois, t'as des mots, tu dis ah merde, j'ai un R, 2 L, il est où l'accent? Ça, c'est les erreurs que je fais le plus. Sur les accords, ça va. C'est vraiment comment le mot s'écrit, où est-ce qu'il y a les L, les P, ce genre de trucs-là. Et le truc rigolo, c'est que le correcteur orthographique, j'en ai besoin, pas parce que je sais pas écrire, mais parce que j'ai des doigts de gorille. Donc en fait, quand je tape, j'appuie sur 4 lettres en même temps. Mais je suis facilement à tomber dans les torts du le mot il est préécrit, je clique dessus, tu vois. Et du coup, je fais même pas l'effort de l'écrire et d'entraîner le cerveau. Moi, je trouve qu'encore, c'est pas ça le plus dramatique, c'est qu'il y a des gens qui savent plus écrire et qui s'en foutent, en fait. Je crois que c'est ça, pour moi, le plus grave. C'est ne pas savoir écrire, si tu fais le constat, tu dis, ok, je sais plus écrire, je vais faire le constat et je vais essayer de corriger ça. Non, les gens, ils en ont juste plus rien à foutre. Regarde les SMS, des fois, tu reçois des trucs, c'est lunaire. Et en plus des abréviations à pléthore. Je vais vous juger, les gens, mais des fois, dans des commentaires, on a des trucs, j'avoue, les yeux saignent. Faites l'effort, entraînez-vous, même ne serait-ce que pour le monde du travail, avoir un français correct et parce que compréhensible. C'est chaud. Moi, je connais des gens, en fait, je m'imagine, quand ils sont au boulot et qu'ils envoient des mails et tout, pro et tout, c'est l'archouma. C'est chaud, quoi. C'est la honte. Non, mais c'est... En plus de ça, je trouve que c'est même des erreurs de tournure de phrase où en fait, tu parlais des commentaires et c'est un très bon exemple parce que généralement, c'est le plus grand exemple universel où tu peux voir différentes personnes, etc. Et il y a beaucoup de problèmes d'orthographe, même de grammaire. Et c'est un petit peu ce truc-là aussi qui est un peu à double tranchant avec la technologie, c'est que vu que tu as tellement d'outils qui te permettent même de mettre en rouge en disant attention, t'as fait une petite erreur ici, etc. Il y a aussi énormément d'outils qui te permettent de faire des corrections en faisant du copier-coller de ton texte. Et encore, ça, il faut que les gens l'utilisent. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et encore plus aujourd'hui, maintenant, on a les outils de reformulation IA qui améliorent ton texte parce que t'es tellement flemmard que tu peux même pas l'écrire dans la bonne intention. Donc du coup, il faut que tu te le réécrives. Et en plus, je trouve que pour le coup, ça s'est amélioré la situation. Enfin, les outils qu'on donnait aux gens, parce qu'à l'époque, pourquoi est-ce qu'on écrivait en abrégé et qu'on avait créé tous ces trucs-là sur les téléphones? C'était parce que les cartes. C'était parce que les cartes, les c'était la mobicarte. C'est parce qu'à l'époque, c'était facturé au caractère. Les unités, c'était
c'était du pétrole, les lettres à Donc, l'époque. tu étais obligé, pour mettre davantage Mais oui. d'informations, C'est ça. d'écrire des plus petits mots, de mettre des informations. T'envoyais C'est pas quoi des votre MMS excuse de 500 caractères, tu vois. C'est quoi Mais votre aujourd'hui, excuse ouais, exactement. aujourd'hui Vos Ouais, ouais. vocaux là. Non, mais voilà. Quand je vois des gens écrire t'inquiète, T-I-N-K-I-E, accent grave, Oh là, T-E, oh là là tu là vois. là. et pour moi, dans mon imaginaire, ces gens-là, ils sont persuadés que ça s'écrit comme ça. C'est balisant, en fait. Anecdote, en cours, il y avait un mec, on apprenait à écrire justement la prise de notes. Donc, comment écrire raccourci, tu sais, les mots, comment tu les écris en plus petit, mais pour faciliter ta prise de notes quand la prof, elle parle, pour Oui. que tu puisses avoir toutes les infos importantes. Le mec, il est au tableau, il devait écrire, etc. On lui a dit d'écrire quand même en abrégé. Il a écrit quand même. C-O-M-E-M-E. Oui. Ah ouais, Quand oui, je même. le connais sur En un seul mot. aussi. C'est une dinguerie. Non, c'est chaud. Les gens, ils vont se dire non, c'est pas possible. Non, Ils c'est vannent et chaud. tout. Je vous jure que c'est vrai, j'ai Non, le non, nom non, du c'est gars. chaud. Je C'était le en connais. cours d'histoire géo. Je l'ai déjà vu et je l'ai même vu avec un K au début, quand même. Non, là, c'est Voilà. du foutage de gueule. C'est par trop contre. Là, grave. tu vois. Il y a un mec, Mark Goldwing, qui est dirigeant d'une association éducative qui parle d'une véritable génération autocorrecte. Et même pour vous dire, il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni, un sondage qui a révélé qu'un tiers des Britanniques ne savaient pas épeler correctement le mot definitely, donc définitivement, Ouais. et que 2 tiers faisaient la faute sur separate, séparé en Ouais, ouais. français. Donc, il y a même dans les autres pays, hein, c'est pas que propre à la France, mais c'est vrai que je trouve que ce terme génération autocorrecte est assez perspicace parce que vraiment Le mec, on se laisse trop tenter par ça. Ouais, mais moi, je trouve encore une fois que là, pour moi, t'es presque dans le cas le plus optimiste. Parce que moi, je pense qu'il y a des gens, même moi, je t'ai dit, j'ai vu des messages où les gens, je pense que même appuyer sur autocorrect, c'est-à-dire que le quand même que lui, il a dit juste avant, il y a des gens, ils sont capables de le taper dans un message, de voir l'autocorrection qui lui dit non, c'est marqué quand même. Et le mec, il te dit non, mais je veux pas appuyer sur l'autocorrection. Pourquoi faire? Il se débrouille. Il tu va vois. comprendre, t'inquiète. Ça encore, tu vois, c'est ça qui est flippant. Mais vraiment, après, moi, je pense aussi, c'est peut-être une question de génération. J'essaye de, tu vois, de pas trop me formaliser. Parce qu'en vrai, je saigne des yeux, mais je dis rien à la personne en face. Je sais Franchement, qu'on rend pas trop service. Ouais. Mais après, le truc, c'est que tu te dis, bon, là, on est dans une discussion cordiale. Je sens que ça va partir en cacahuète bêtement. Tu reprends les gens qui font des dingueries comme ça ou pas? Genre en mode, ouais, là, t'abuses. Non, À l'écrit j'essaie, ou en fait, vocalement? Bon, en vrai, les deux. Hein. Je l'ai- À l'écrit, c'est plus dans le contexte pro, je pense. Mais vocalement, tu peux dire, ah, en fait, on dit pas, tu vois, bah, on l'a fait, on a jugé au début. Donc. Après, t'as toujours peur du mec qui te sort enfin, le mec ou de la meuf, hein, d'ailleurs, qui te sorte la carte magique de genre, je suis dyslexique alors qu'il l'est pas forcément, mais que ça l'arrange de te lâcher ça. Ça, maintenant. faire ça, c'est une dinguerie Tu par vois. contre. Hein. Mais Dire que t'es dyslexique alors que t'es juste un branleur, faut pas déconner. voilà, ou des gens qui se persuadent qu'ils sont dyslexiques alors qu'ils le sont pas, c'est juste que voilà, ils arrivent pas à écrire correctement. Au début, j'ai essayé, mais en fait, c'est vrai que j'ai trouvé que ça touchait tellement une large population vraiment. Et après, vraiment, c'est une question de génération. Moi, je pense que la mienne et celle d'au-dessus, on a nos lacunes. Hein. Moi, je suis pas le mec Père Castor qui sait écrire tout parfaitement, mais par contre, c'est vrai que quand on est où c'est vraiment les gens, ils écrivent de manière phonétique les choses. Et plus. Et il y a vraiment un débat de gens qui disent ouais, mais il y a des débats spécialisés à la télé où des gens avec des costards se disent oui, mais bon, s'ils écrivent en phonétique et qu'on comprend, est-ce que c'est pas si grave tu vois. Je sais pas. Pour Je sais vous plus. donner une anecdote C'est chaud. perso, ma femme me racontait quelque chose, c'est qu'elle a rencontré une personne qui lui a demandé de remplir son chèque parce qu'elle savait pas écrire en toutes lettres les chiffres, quoi. Écrire 375 en lettres. Ouais, mais tu vois, il y a un truc dans l'anecdote qui en tout cas, qui me soulage, entre guillemets, qui me réconforte, c'est qu'au moins la personne, elle le sait et elle Oui, demande c'est de vrai. l'aide. C'est vrai. Et pas, voilà, et pas genre, elle se cache dans son coin. Parce qu'il y a aussi un truc que je veux pas trop stigmatiser, c'est des gens qui ont des vraies carences, des vrais problèmes, ou qui Mais viennent, évidemment. ou qui sont de l'étranger, c'est pas leur langue primaire, ou qui Bien n'ont pas sûr. été non plus. Et des gens qui sont mal à l'aise avec ça, tu vois. Alors Non, mais qu'en moi, fait, ce voilà. qui me dérange, c'est pas au contraire ceux qui font des efforts comme ça. Je trouve ça majestueux. Enfin, Voilà, t'apprends d'avoir, une nouvelle langue, tu es dans une autre culture. Je trouve ça fantastique. Ouais, ou t'as des problèmes même de Ou capacité même- de ça, oui, mais juste de bien dire, sûr. bah, je sais pas le faire, je préférais que ce soit bien fait, et de dire, bah, fais-le moi, et je regarde un peu, je m'intéresse pour dire, bon, si je peux essayer d'apprendre un truc au passage, je trouve que la démarche est bonne, mais effectivement. Mais l'autocorrection, c'est Bah, c'est l'autocorrection, une c'est pas. bénédiction, Voilà, pour les dyslexiques, pour les dysorthographiques aussi, mais c'est fou. encore une fois, c'est toujours pareil, c'est pas l'outil qui est en cause, c'est toujours ce qu'on en fait, parce que l'autocorrection, ça peut être quelque chose de dire, bah, je vais apprendre de mes erreurs. Bien sûr. Je vais te donner un autre exemple très rapide sur le clavier. Moi, par exemple, tu vois, je suis d'origine portugaise et je communique beaucoup avec ma famille, tu vois. Sauf que moi, j'ai fait très peu d'écoles portugaises, donc il y a
tous les mots, je ne sais pas forcément les orthographier correctement. Bah, j'ai un clavier intelligent qui me complète les mots, mais j'ai toujours cette curiosité de dire ah ok bon bah ce mot il s'écrit comme ça. J'essaie de me persuader dans ma tête en me disant bon la prochaine tu vois j'essaie de me rappeler comment je l'écris tu vois. Bien sûr. Pour moi c'est encore une chose, c'est que se faire aider des outils ou de se faire pré-mâcher le travail, c'est une chose. Par contre ne pas vouloir en apprendre, pas juste de dire il fait automatiquement, moi je m'en fous. Ça, c'est notre mentalité qui est plus inquiétante. Ouais, c'est ce que je trouve le plus inquiétant, t'as raison. C'est ça. Vraiment, c'est cette flémagite même de dire c'est ça. Bah, j'ai pas envie d'apprendre la langue, j'ai pas envie de bien apprendre à écrire, C'est j'ai ça. pas envie de ceci, cela. Pourquoi ? Parce que le truc, c'est le faire pour moi, le système Exactement. le fait pour moi. C'est vraiment dommage. le côté de flemme, mais je trouve qu'on a vachement perdu ça avec les nouvelles technologies de manière générale. Vous l'avez compris hein, depuis le début de l'épisode, hein, avec le GPS, avec tout ça, mais je c'est pense vrai que que ça va c'est être ancré dans notre génération. C'est un fou. truc qui va revenir de manière récurrente dans nos discussions. C'est encore une fois, je pense que je saute un peu presque à une conclusion, mais on en aura sans doute d'autres. C'est genre, l'outil n'est pas le principal problème. C'est toujours les gens ce qu'ils en font avec. C'est comme tout. C'est-à-dire que en fait, tout est bien, mais avec modération. Faut pas se servir de l'outil comme, moi je dis comme des singes à chaque fois, en mode plutôt, je vais avoir la banane le plus rapidement. C'est-à-dire oui, je vais envoyer un message, oui, le correcteur orthographique, il me remplit bien la tâche, mais c'est pas pour autant que je vais tout faire à la facilité. Tu sais, dans le contexte de l'entreprise, je vois pas mal de gens qui maintenant c'est de plus en plus de l'IA pour rédiger leurs mails, etc. Sauf que pareil, oui, ça t'aide à la formulation, oui, ça t'aide à travailler, mais ça te soustrait à un travail que tu es censé faire et que tu sais faire. Donc, en fait, tu apprends à ton cerveau à devenir plus con dans ce cas-là. Et bah, à ne pas faire l'effort. Parfaite transition, parce que, à mon sens, c'est justement ce qui a le plus d'impact sur la culture générale et même la mémoire. À l'époque, on parlait, au début d'Internet, de l'arrivée de Google et tout ça, on parlait de l'effet Google, la tendance à plus retenir une information parce qu'on sait qu'on pourra la retrouver en quelques secondes en ligne. Et c'est vrai que notre mémoire s'appuie vachement là-dessus. La fameuse chanson « Demande à Google » Exactement. de Cyprien, là. Parce qu'au final, on connaît de moins en moins de trucs par cœur. Et généralement, notre cerveau fait un tri monumental. Ouais. Par exemple, vous vous souvenez de combien de numéros de téléphone ? En vrai, pas mal. Je crois que j'en ai 5 ou 6, un truc comme ça. Ouais, non, moi, j'en ai pas autant, j'avoue. J'en dois en avoir 2 ou 3 et encore. Je pense que j'en ai 1 ou 2. Ouais. Tu connais les plaques Moi, je d'IMAT pense que de je tes suis voitures ? d'accord Non. Je les connais. C'est peut-être une. Mais après, alors, les plaques d'immatriculation de nos véhicules, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Je dirais que pas si je le connais par cœur, mais je sais que j'arriverai à l'identifier, tu vois. Ouais. Genre, je me rappellerai dire, ah oui, il y a le FX au début, il y a le truc à la fin. Mais pourquoi s'embêter à les retenir alors que notre téléphone, il a déjà cette information ? Je suis d'accord, c'est pas faux. C'est ça qui est fou. Ouais, mais je me dis, t'es en galère. Ah bah, tu vois, bon exemple, t'as pas ton téléphone, tu dis, faut que je contacte quelqu'un, je connais le numéro de ma femme par cœur, tu vois, c'est con, mais si j'ai emprunté le téléphone de quelqu'un, je suis pas trop dans voilà. la merde. Celui de ma moitié, je le connais, ouais. Mais c'est ça, t'as listé le fond de la réflexion, c'est pourquoi, quand ? Pourquoi est-ce que je le retiendrai quand j'ai Bah oui, mais si t'as pas, tu fais comment ? Bah t'es bien, tu sais, un truc à la con, et je pense que c'est la première fois que ça m'ait fait le traumatisme de ce truc-là. Je crois qu'une fois, j'ai dû faire une lettre manuscrite à la banque ou un truc comme ça. Alors déjà, j'ai une écriture que je trouve abominable. J'écris pas bien, j'écris, c'est moche. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris la remarquable pour me réentraîner à écrire et pour pas perdre ce truc-là. Mais je me rappelle qu'une fois, après avoir pas mal travaillé, je me dis, putain, faut que je fasse une lettre manuscrite ou un truc comme ça. Je me suis fait écrire, j'étais en mode, bah... Ok, mais tu sais juste plus écrire, donc j'ai pris Word, j'ai écrit mon texte sur Word, j'ai vérifié les fautes, et puis après j'ai recopié presque ce que je faisais, tu vois. C'est un peu triste. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai le déclic, parce que j'ai pas été bon en orthographe pendant toute ma scolarité. J'écrivais vraiment pas bien. J'étais pas bon en français spécialement. Et c'est arrivé dans le milieu de l'entreprise, je voulais pas qu'on se foute de ma gueule, qu'on me dise, ou qu'on me reprenne sur des trucs genre, bah là, fais gaffe, t'écris, c'est des fautes, c'est du sens commun, etc. C'est un vrai, comment dire. Déjà, c'est stigmatisant et c'est un vrai impact, biais, ouais. c'est un vrai, les gens vont vachement vite à juger pour ce truc-là. Et ça peut être à juste titre. C'est-à-dire que t'es dyslexique ou t'as une condition où t'es issu de l'étranger, ce qui fait que tu connais une langue ou que tu as du mal à l'assimiler, je peux comprendre le problème. Par contre, que tu veuilles pas faire l'effort, là, c'est compliqué. Donc, je voulais pas me retourner dans ce truc-là et c'est venu beaucoup plus facilement. Et je sais pas si ça t'a fait le même truc. Moi, j'ai remarqué que comme on a presque plus de patience, que je pense que ça va être peut-être un des trucs dont on va discuter dans cette discussion, j'ai remarqué que même quand j'ai écrit, au début, tu écris à peu près bien et à un moment, ça part un tout petit peu en cacahuète parce que limite, tu es agacé c'est trop long.
Oui, si tu mets du temps à écrire à la main, comparé à ce que tu peux écrire à la vitesse du clavier, c'est assez fou. Dans ce que tu disais, on va aller vite, c'est vrai qu'on va aller vite dans l'écriture, mais pas nécessairement que dans l'écriture. Il y avait Nicolas Carr, quand il a écrit The Shallow en 2010, qui disait qu'on a le risque de voir notre propre intelligence s'aplatir, mais surtout qu'il y a des spécialistes qui s'accordent à dire que le passage de la lecture profonde au survol rapide des écrans, ça peut réduire la capacité à la fois de concentration et de pensée critique, et c'est un truc pour lequel on se rend pas compte, mais se poser avec un livre et lire, s'immerger dans quelque chose, ou même lire un article en ligne, comparé à juste lire des infos un peu fast-food sur les réseaux, quand tu es dans un de tes cycles journaliers de défilement infini sur Insta ou quoi, ça n'a pas du tout le même impact sur le cerveau. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup moins s'immerger dans des tâches et à laisser notre cerveau vraiment, j'allais dire presque se reposer, parce qu'il y a un côté reposant à juste regarder quelque chose de fixe et faire la même activité plutôt que de sauter d'une info à l'autre ou d'une appli à l'autre. On a fait une transition, mais c'est bien que tu en parles aussi. C'était une des thématiques qu'on voulait aborder, mais c'est sûr que notre attention, elle est perdue. Elle est fracassée. Et moi, je le vois, alors avec toutes les sollicitations qu'on peut avoir, les notifications, les likes, les machins, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on a une difficulté de dingue à se concentrer pendant longtemps, et même je le vois, il y en a beaucoup qui font une activité, que ce soit à table, que ce soit regarder un film, ils vont toujours un moment se retrouver sur leur téléphone. Et tu sais, je suis l'une des personnes dont le métier c'est faire de la tech, donc je suis ultra connecté avec des trucs à gauche à droite. Je suis la personne la plus réticente à tous ces trucs-là. Et ça me rend fou quand je suis genre avec mes parents, on regarde un film par exemple, et quelqu'un se met à regarder son téléphone. Mais ça, je le fais. En plus, je le fais quand je suis avec toi. On a dîné ensemble hier et je l'ai fait. Et je suis en mode, mais attends, mais t'as pas besoin. Genre, et je le range parce que des fois, je vais chercher une info parce qu'on discute d'un truc où je me souviens qu'il fallait que je montre quelque chose. Et instinctivement, je me dis, ah, ça pourrait être rigolo si je lui montre ce truc-là. Ou même, machinalement, j'ouvre mon appli de réseau. Et du coup, tu te perds là-dedans et t'es en mode, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, tu le ranges. J'ai trouvé un chiffre là-dessus. Ils disent que notre capacité d'attention en moyenne, elle est tombée à 9 secondes. Ça veut dire au-delà de 9 secondes, on n'en peut plus. C'est plus long qu'un Vine quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais. c'est même de l'ordre de 8 secondes. Ouais. Parce que ça date de 2014. Toi, c'est 2025. Ah oui, alors oui, de 8 2024, 2025, pardon. Et c'est moins qu'un poisson rouge. C'est chaud. L'attention d'un poisson rouge, c'est 9 secondes. Sachant que dans les années 2000, l'estimation était plutôt autour des 12 secondes. Donc vraiment, notre temps d'attention, le fameux « faites un hook pour les réseaux sociaux parce qu'il faut capter l'attention », c'est ça. On est précisément en train de parler de ça. Et ça, c'est assez fou parce que vraiment, je pense que on arrive au terme d'une manière dont on vit qui est l'info-obésité. C'est-à-dire d'être en train de lire un truc et de déjà penser au truc d'après en se disant « Attends, je suis sûr que j'ai pas vu ça, il y a dû avoir ça. » Ça rejoint un peu tout ce qu'on raconte dans les autres épisodes sur avec le FOMO et le machin. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et c'est quelque chose sur lequel je me sens démuni. Et presque un truc, j'ai envie de te dire, que j'ai envie de me dire... Si demain je devais essayer de m'en sortir, il faut que je me fasse accompagner de quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que seul face à ce truc-là, je sens que je ne suis pas armé, en fait. Et je pense que c'est un peu la société dans laquelle on vit. Et ça va être, pour moi, c'est une des sous-couches de cette discussion qu'on va avoir. C'est qu'on est censé avoir des outils qui sont censés, même parce qu'on va essayer de voir le verre à moitié plein, des outils qui nous permettent de prémâcher plein de choses. Des fois, des choses très redondantes, très fastidieuse, très relou à faire, et donc du coup la calculatrice pour faire ton calcul rapide parce que t'as pas le temps, parce que tu vérifies ton ticket de caisse, personne ne fait ça, mais imaginons devant ta caissière et que tu veux juste checker ce genre de choses, diviser, par exemple, où tu veux diviser l'addition, etc. Tous ces outils là, c'est top, ça aide à nous permettre de nous libérer du temps. Le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est un peu ça, en préparant moi ce podcast, quand j'ai écouté et j'ai regardé un petit peu, que j'ai lu, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, on vit tellement dans une société pressurisée, c'est qu'au lieu de gagner du temps, en fait, le temps qu'on arrive à gagner pour ces choses-là, on nous le demande à autre chose, en fait. On est dans l'hyper-productivité. Pour moi, le fond de ce podcast-là, que j'ai ingurgité, moi, quand je l'ai réfléchi, c'est l'hyper-productivité, c'est-à-dire qu'on nous en demande toujours plus. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense qu'on a vraiment par contre développé une capacité de multitasking dingue. C'est qu'on fait plein de trucs en même temps, on a cette capacité de faire plein de trucs en même temps. Et moi je m'en rends notamment compte j'ai encore du mal. Quand je suis avec des personnes qui sont plus âgées, qui sont pas de la même génération, etc. Ou quand on fait... alors un peu plus que avant papier rose. Et oui, avant papier rose. Où
peu importe l'activité que tu vas faire, cette personne va se concentrer sur cette activité, quitte à être lente dans l'activité. Et tu arrives à un moment où, je vous prends un exemple tout bête, histoire de breakdown un petit peu tout ça, tu dois reconfigurer une imprimante. Reconfigurer l'imprimante, ça me prend 30 secondes. Mais non, on va prendre un quart d'heure pour le faire. Et tu sais, moi je suis là, je commence et j'essaye au bout d'un moment, c'était arrivé notamment avec ma grand-mère où tu sais, je lui expliquais le processus, tu vois, pour qu'elle puisse le refaire. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, les premières minutes, c'est ok, tu montes, machin. Et après, tu montes en pression parce que le truc n'a toujours pas fonctionné alors que toi, ça t'aurait pris 30 secondes à faire, littéralement. Et t'es à la 15e minute, t'es en mode, je vais T'as péter plus la plomb. patience. Parce que moi, j'ai envie de montrer ça, faut que je fasse ça, et puis il faut que je fasse ça, et puis il faut que je fasse ça. Mais on n'arrive plus à se focaliser sur un truc et sur la durée, tu vois. Et ça, c'est un truc où je me rends vraiment compte avec les personnes d'ancienne génération, si on peut le dire ça comme ça, où c'est hyper marqué, ils prennent le temps vraiment pour se concentrer sur une tâche, sur une activité. Genre, tu vas faire un gâteau, tu vas faire le gâteau. Tu vas pas faire le gâteau, scroller un petit peu en même temps, et puis maintenant, pendant que tu allumes le four, tu vas aller faire un truc dans la salle de bain, et puis tu vas revenir, et puis tu vas refaire un petit peu de gâteau, et puis après tu vas te poser faire un autre truc. Tu vois, on a perdu ce truc-là. Moi, en préparant le podcast, j'ai eu ce côté vraiment dépressif. Vraiment, cet après-midi, là, j'étais un peu en mode bad. En plus, c'est genre, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi très peu. Et du coup, je pense que ça joue aussi un peu sur mon humeur. Mais vraiment, ça a été la préparation du podcast où j'étais genre vraiment pessimiste au plus. Vraiment, j'étais là, putain, on est des merdes. On est vraiment des merdes. Tu sais, c'était ma conclusion. On est réduit à ça. Et puis vraiment, au-delà de ça, vraiment, j'ai vu que les mauvais côtés de cette société où on se dit en fait, ouais, bah c'est plus facile d'accuser l'intelligence artificielle que de se remettre en cause nous-mêmes, de se dire, ok, l'intelligence artificielle, là, prémâche un truc, bien ou pas bien, peu importe, chacun voit midi à sa porte, mais quoi qu'il en soit, que tu penses que c'est bien ou pas bien, le seul truc qu'il y a à la suite de ça, c'est genre, ah ouais, bon, bah l'intelligence artificielle, t'as fait ça. Non, mais dans ce cas-là, maintenant, tu peux faire ça, parce qu'il y a aussi ça, et parce qu'on attend de ça. Et en fait, pour moi, au lieu de se dire, bah, en fait, tout ce temps dégagé, ça va être du temps pour nous retrouver nous-mêmes, prendre le temps de faire un gâteau pendant que j'en sais rien, tu vois, je vais dire des conneries. Pendant qu'une IA t'écrit, je dis une connerie, ton script, parce que moi, c'est pas comme ça vraiment que ça marche. Je l'utilise, mais par contre, je garde le contrôle sur mon script. Il y a plein de trucs sur lesquels je reprends l'IA parce que je suis pas d'accord sur plein de trucs et je vais y mettre ma patte. Mais par contre, c'est pas un temps que je me dis, bah, je vais faire une attractivité, je vais prendre un livre, je vais lire en attendant, tu vois. T'es dans la boucle de la surproduction. T'es dans le truc de l'après. Et moi, pour l'instant, j'ai pas de taf, mais je trouve que même les gens qui ont des patrons et tout ça, je trouve qu'on tombe dans cette spirale de, eh ben, en fait, on perd notre savoir-faire parce qu'en fait, on nous demande tout de suite de passer aux tâches d'après et on pourrait pas revenir à des choses intéressantes du style, ah bah tiens, là j'ai du temps, je sais pas, je dois changer ma roue parce qu'elle a crevé, tu vois. Bah, je vais prendre le temps de le faire, tu vois. Retravailler notre savoir-faire, réapprendre des trucs peut-être genre du basique et de l'essentiel et des choses qu'on ne veut pas perdre. Et ben non, parce qu'en fait, il faut penser à la tâche d'après pour toujours faire plus et gagner plus et accomplir plus. Est-ce que vous voulez que je vous partage l'expérience du MIT par rapport justement à ChatGPT ? C'est une étude toute récente du MIT, elle date de 2025. Ils sont penchés sur l'impact de l'usage justement de ChatGPT sur le cerveau et les chercheurs ont suivi des volontaires soumis à 3 modes de rédaction: écrire un texte sans aucune aide, écrire en s'aidant d'internet, donc avec des recherches Google, Oui. et ensuite en écrivant avec l'utilisation de l'IA pour générer des paragraphes. J'ai vu passer ce truc-là, vas-y. Ils ont mesuré l'activité cérébrale de ces personnes en temps réel, les résultats sont frappants. Écrire avec l'aide de l'IA abaisse drastiquement l'activité cérébrale par rapport à écrire soi-même. Bon, jusque-là, on s'en doutait un petit peu. Mais en moyenne, le groupe ChatGPT n'avait que la moitié de l'activité neuronale du groupe qui écrivait sans aide. Et des zones entières liées à la mémoire, la créativité et même l'autocontrôle restaient quasiment éteintes chez eux parce qu'ils se contentaient de recopier ou éditer les propositions de l'IA. Donc en quelque sorte, le cerveau est tourné à bas régime. La conséquence, c'est que la mémoire à court terme en prend un coup. 83% des utilisateurs de ChatGPT dans l'expérience étaient incapables de se rappeler ne serait-ce qu'une seule phrase de leur propre texte après quelques minutes, alors que les autres récitaient carrément des paragraphes, puisqu'ils s'en souvenaient. Et dans le cas de l'IA, les sujets n'avaient fait que lire ce qui était écrit. Et il n'y a pas vraiment
de réflexion, aller chercher des références, des choses personnelles éventuellement. En fait, t'es passif face à la tâche. C'est-à-dire que tu délègues voilà, ta tâche, tu la délègues à l'intelligence artificielle. Du coup, toi, t'es déjà et c'est encore une fois ce que je redisais, soit t'es dans l'étape d'après, soit tu t'occupes d'autre chose, quoi. Et les utilisateurs de ChatGPT avaient moins le sentiment d'être auteurs de leur rédaction. Jusqu'à, c'était entre 50% et 90% du mérite du contenu par rapport au contenu. Et du coup, c'est ce qu'ils appellent du coup une perte d'agentivité cognitive. Mais ce qui est fou, c'est qu'après plusieurs sessions, ils ont demandé à ceux qui utilisaient ChatGPT d'écrire, ceux qui écrivaient, de faire des prompts, etc. Et ils sont passés la balle un petit peu. Et ceux qui utilisaient ChatGPT n'ont pas vraiment réussi à écrire. En tout cas, ils n'arrivaient pas à reprogrammer leur cerveau par rapport à ça. Ceux qui écrivaient, qui devaient prompter, ils ont eu un petit peu de difficulté parce que c'était la première fois qu'ils le faisaient pour le coup. Mais bon, ils s'en sont sortis. Mais tout ça pour dire qu'on s'habitue vachement à ce que la machine fasse le travail. Et le jour où on doit le faire soi-même, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Mais on peut reprendre l'analogie du sport. Hein. Si tu fais des tractions, que tu en fais 10 par jour, toi, forcément, tu peux en faire 12, 15, ça va pas être un gros problème. Par contre, tu n'as jamais fait de traction de ta vie, on te demande d'en faire 10. Si tu arrives à en faire 4, c'est déjà pas mal, tu vois. Exactement. C'est comment dire, c'est sur la continuité. C'est pas faut faire une coupe d'un coup ou se sentir coupable quand on le fait une fois, c'est normal. Par contre, faut avoir un usage maîtrisé. Tu sais que j'avais vu un truc du baromètre IA formation en 2025. Qui est en fait un baromètre, du coup, c'est-à-dire un espèce de grand sondage, une espèce de prise de température qui est menée par Septéo Éducation, qui a interrogé là plusieurs organismes, des centaines d'organismes de formation, qui disaient que la première préoccupation, c'est la confidentialité des données à 83%, et la perte de savoir-faire, elle arrive en deuxième à 12%. Ah ouais. Ouais, et je me suis dit, mais c'est ridicule. C'est dingue. En fait, en 2025 ? En 2025. Dans le baromètre de 2025. Et je me dis, mais est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça implique, le fait de voir constamment ces tâches remplacées? Parce que là, c'est pas juste délégué, parce qu'il y en a qui disent, oui, comme Mathieu, j'utilise l'IA pour m'aider à faire les trucs et je garde le contrôle, je repars dessus, je mets ma patte, etc. Ça, c'est l'usage que j'appelle responsable, c'est-à-dire de garder la maîtrise, le contrôle et puis la critique sur tout ce que tu vas faire. Par contre, le fait de déléguer complètement, c'est là où j'ai un problème. C'est-à-dire que tu entraînes, au-delà de juste le fait d'écrire, tu n'entraînes même plus ta pensée critique. On te chie un truc. Et toi, peu importe. C'est même pas que tu l'assimiles, c'est que tu n'es même pas armé pour critiquer, pour modifier, pour adapter le contenu qu'on t'a mis. Ou pour même vérifier si c'est pas des conneries. Voilà, et pire encore, tu te modules à la pensée d'un Google ou d'un ChatGPT. Et ça, c'est un autre... si on l'entraîne, ça sera la pensée. C'est le problème de conditionnement qui est un petit peu le fer de lance de certains dont je fais partie, qui est le fait de garder se faire ses opinions autrement que en ayant des informations qui soient parsées par encore une fois, des entités américaines ou n'importe lesquelles. Hein. Garder son authenticité. Et son intégrité. C'est-à-dire que si tu as besoin d'une info, tu vas la chercher toi-même sur les sites ou dans les livres ou dans les encyclopédies, dans ce que tu as besoin de... Tu vois, ce que tu es en train de dire est intéressant parce que ce sujet date pas d'hier, parce qu'on peut parler des IA aujourd'hui, mais hier, c'était quoi? C'était exactement le même débat sur les moteurs de recherche qui t'enferment dans une bulle d'algorithme parce que il sait exactement quel résultat tu as envie d'entendre. Par le biais de confirmation, exactement. Et du coup, pareil, quand tu es dans tes cercles d'amis avec les gens qui ont les mêmes opinions que toi et tout ça. Donc, c'est un sujet qui est récurrent, en fait. Et il y a un exemple que je prenais régulièrement pour expliquer aux gens le problème de l'IA avec le reste. En fait, j'essaye, comme Mathieu le dit régulièrement, et c'est un truc dans lequel je suis en train de transitionner gentiment et je veux pas trop y aller, c'est le vieux con. Le paradoxe du vieux con, c'est que je veux pas me retrouver dans la situation de nos grands-parents avec l'émergence de plein de nouvelles technologies, de me dire « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien ». C'est plutôt dire « C'est nécessaire, c'est comme ça que le monde avance et c'est vers quoi il va avancer, on freinera pas le progrès ». Mais c'est pas tant de bloquer le progrès, mais plutôt de garder un usage responsable maîtrisé, d'anticiper les risques pour mieux être armé pour quand on sera face à eux. Et aujourd'hui, ce serait stupide, personne n'irait critiquer par exemple son comptable parce qu'il utilise des tableaux Excel. Je veux dire, il n'est pas meilleur parce qu'il est fait par papier. D'ailleurs, je pense qu'il le serait moins puisqu'il aurait plus de marge d'erreur, il n'aurait pas toutes ces formules, etc. Là où c'est un poil différent avec l'IA, c'est que tu n'as pas la réflexion, le tableau Excel, tu dois créer les formules, tu dois appliquer le raisonnement et la mathématique que tu connais et la retranscrire dans un médium, tu vois. Là où l'IA, elle va te chier un truc que tu n'auras pas à chercher
C'est là où j'ai un problème parce que tu perds toute cette capacité à créer des choses, tu perds toute cette capacité critique et tu perds justement toute la réflexion et l'entraînement de ton cerveau. C'est un truc moi que j'adore faire avec ChatGPT, c'est j'écris beaucoup de scripts, beaucoup même de manière générale avec ChatGPT, c'est exclusivement pour ça que je m'en sers honnêtement. Et j'ai toujours eu cette fibre un petit peu artistique et littéraire où j'aime beaucoup écrire, même parfois pour des trucs perso, etc. Et du coup, j'aime beaucoup échanger là-dessus, même pour m'apporter des notions auxquelles j'avais pas pensé. Mais par contre, c'est vrai que je re-rédige tout pour apporter mon authenticité, corriger, faire tous ces trucs-là. Mais en même temps, il faut, tu vois, je le fais parce que j'ai un peu cette fibre-là. Donc j'ai un peu peur pour les gens qui juste voient l'information tomber et disent ok, bah ça me va. Et puis pour les voilà, gens quoi. qui vont juste tomber dedans parce qu'ils se rendent compte que, je sais pas, à l'école, une fois que tu es devenu suffisamment bon pour manipuler l'algorithme, toi tu t'es cassé le cul à faire ta rédaction en 2 heures, que t'en as un qui t'a chié un prompt en 5 minutes et qui l'a juste réécrit derrière et qui a eu la même note, voire une meilleure note que toi. C'est Donc, clair. Et c'est là où je pense qu'il va falloir être prudent quand on va éduquer les générations futures. C'est ça, mais je pense que c'est là où pour moi il va falloir justement, tu prenais cet exemple de rédaction, de rédiger une rédaction et de la soumettre. Je pense que c'est là où pour moi l'école et l'éducation elle doit changer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire aux gens, bah tiens, rédige-moi une rédaction, tu me la donnes, je vais la corriger. Non, pour moi il va falloir s'assurer que la personne, c'est pas l'idée d'essayer de traquer les gens qui utilisent l'IA ou pas, c'est de dire, ok, bon, tu m'as rendu ça, mais qu'est-ce que tu en retiens ? Et qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Pour moi, il faut interroger, hein. C'est clair. Et pour moi, en fait, l'idée, c'est de dire, OK, l'IA va faire partie de ça, de nos vies. D'ailleurs, il y a même un mec qui a écrit un bouquin, j'ai oublié le nom, mais je peux te dire juste le titre du bouquin parce qu'il l'a fait exprès, il est un peu provocateur. C'est genre, nos enfants n'ont plus besoin de faire d'études parce qu'il part du constat que, genre, comme maintenant on a l'intelligence artificielle, on a une intelligence qui sait tout parfaitement, il n'y a plus besoin, en fait. Mais par contre, je pense que potentiellement, effectivement, aujourd'hui, le paradigme, ça sera plus forcément de dire « donne-moi la bonne réponse », mais c'est plutôt de dire comment on trouve la bonne réponse. C'est les raisonnements. Voilà, Ouais. et pareil, et dans les rédactions, c'est pareil. En fait, il va falloir plutôt aller chercher du côté de l'humain, de notre, plutôt que du côté scientifique. Peut-être que malheureusement, au bout d'un moment, la partie scientifique va amener à disparaître. Et à un moment, il y a une question qui m'a été posée en préparant, tu vois, en préparant ce podcast. Il y a une question qui s'est imposée tu vois, quand j'ai fait mes recherches et tout. Parce que, en gros, j'ai utilisé l'IA. Mais pour moi, en fait, l'IA, il me sert à quoi ? Il me sert à aller chercher tout un tas de données qui sont dispatchées partout. Et j'ai pas le temps de passer 2 heures à scroll 15 000 sites, tu vois. Mais lui, pour moi, c'est plutôt dire, va chercher, ramène-moi tout un agrégat de data, je vais les utiliser, je vais les lire, je vais, avec l'IA, tu peux faire des podcasts et tout ça, je vais écouter des podcasts et je vais affûter après moi mon esprit par rapport à ce que je vais entendre. Et il y avait une question, il y a un truc qui est fait par rapport au savoir-faire, il disait, ce qui est grave, c'est que genre, le mec random, il peut être équivalent aujourd'hui à un expert juste avec l'IA. C'est-à-dire que si le mec, il a les outils qui vont bien, il peut potentiellement arriver au même résultat qu'un expert. Et en gros, ce qui fait peur aujourd'hui par rapport à la perte du savoir-faire, c'est de dire, mais du coup, qu'est-ce qui va distinguer le mec random qui aura l'IA parfaite, qui va lui donner la bonne réponse, et l'expert qui, lui, aura cultivé son savoir, travaillé au fil des ans pour atteindre ce level-là. J'ai la réponse, hein. Tu lui poses la question comment t'es arrivé à ce raisonnement, il y en a un qui va t'expliquer et l'autre qui va dire oh, j'ai fait un prompt. Oui, et alors, ces trucs-là, tu peux le mettre, ouais, décliner ou sur tu les coupes Internet. formulation. Là, les gars, moi, aussi. c'est là où j'ai commencé à bader, c'est que moi, j'ai une contre-réponse. Hein. Je pense qu'il faut comprendre qu'on vit dans un monde où aujourd'hui, moi, et souvent, c'est ce que j'entendais même dans ma boîte, ce qui compte, c'est le résultat. Alors, tu vois, il y a on est beaucoup dans un paradigme de genre. Ce qui compte, c'est de faire le succès. Mais tu parlais tout à l'heure de justement les rédactions que tu pouvais faire à l'école, le prompt versus bien l'écrire. Il y a un truc, moi, qui me saute tout le temps aux yeux et que j'ai du mal, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, quand ils parlent d'utiliser l'IA, ils le font généralement pas de la bonne manière. Ouais. C'est que c'est généralement du copier-coller. Eux, 2, ils ont pas de notion réellement de ce qu'ils écrivent.
Et donc 3, tu leur poses des questions, tu essaies d'avoir le côté un peu plus philosophique. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé préparer cet épisode et même qu'on en parle maintenant parce que justement, et même dans les épisodes de Bubble, vous le voyez, hein, si vous nous écoutez régulièrement, on essaie toujours d'aller plus loin et surtout d'avoir des vraies retransmissions. On essaie de vous transmettre la manière dont on pense sur un sujet qui peut vous parler ou pas du tout, ça dépend vraiment. Et de rester un peu objectif en plus. Ouais. Exactement. Et surtout avoir une vraie authenticité derrière tout ça. Mais à chaque fois qu'on prépare ce genre de thématique, on y va de notre savoir-faire, de nos origines, de nos expériences, et on les partage. Évidemment, on met une petite touche où on essaye d'instruire un petit peu avec des choses, des éléments qu'on a pu trouver, mais il y a toujours ce côté de on connaît le fond et on veut le partager. Il y a une forme qui est ajoutée, mais le fond, on l'a et on en discute. C'est ce que les gens n'ont pas. Généralement, quand ils utilisent l'IA et qu'ils veulent parler d'une thématique, ils ne savent pas. En fait, ils vont pondre un truc, mais derrière, tu leur poses des questions, ils n'auront pas le sujet, ils n'auront pas le fond, ils ne connaîtront pas le fin fond de l'histoire. C'est un peu, je vais utiliser je vais être volontairement tranchant et je vais utiliser une analogie qui est volontairement mauvaise, mais c'est pour moi un peu le même délire que de s'informer en regardant que BFM ou CNews, tu vois. En fait, l'idée, c'est que tu vas t'enfermer dans une espèce de doctrine où on va t'abreuver tout un tas d'informations qui sont biaisées déjà de base parce que ces chaînes, c'est des chaînes privées qui servent leurs intérêts, qui sont qui ont parfois des partis pris, qui ont souvent des partis pris, mais surtout qui appartiennent à des grands groupes et à des. On dit souvent genre tel journaux est de droite, tel journaux est de gauche. Parce que qui l'a derrière, en général, c'est des grands groupes, des Bouygues, des comment ça s'appelle, des Bolloré exactement. Et en fait, pour moi, c'est un peu le même délire. Et en fait, de par le conditionnement que tu vas créer à force d'écouter ces infos, en fait, tu vas déjà t'enfermer au reste du monde sur le plan de l'information et tu vas développer le biais cognitif dont Mathieu a parlé tout à l'heure avec juste le syndrome de cette info me plaît donc elle est vraie, en fin de compte. Chose dans laquelle il ne faut pas tomber. Le risque avec l'IA, c'est que à force d'être dépendant et de déléguer ta réflexion à un algorithme et de perdre, toi, ta pensée critique, on peut t'abreuver tout un tas de trucs sans que tu t'en rendes compte et sans même que tu puisses être armé pour critiquer l'information. Et puis même, il y a un appauvrissement de l'expérience humaine, de la créativité et tout ça. Mais de tout un tas de trucs. Et même dans le domaine professionnel, encore une fois, nous, on est entre guillemets les bons, puisque, alors, plutôt moi, parce que vous vous en servez un petit peu dans le cadre de l'arrangement de certains scripts, etc. Moi, mon usage de l'IA, au sens intelligence artificielle générative, je m'en sers très très peu dans le domaine professionnel. Il y a une étude multicentrique qui avait été faite en Pologne sur des cas d'utilisation intensive de l'usage artificiel dans une étude liée au dépistage de la gastro-entérologie et comment ça s'appelle, les pathologies, donc tout ce qui est cancer du système digestif en gros. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Ils ont imposé l'utilisation de l'IA, de l'IA pour dépister certains cancers, notamment le cancer avec la détection d'adénomes, pendant 3 mois à des professionnels. Et sache qu'après coup, le taux de détection des adénomes, il a baissé de 28,4% à 22,4% quand les médecins l'ont pratiqué sans IA. Après 3 mois. 3 mois, c'est très peu. 90 de 22,4 à De 28,4 à 22,4 le taux de dépistage. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 5%, enfin 6% de capacité de taux de détection sur les détections qui étaient faites de manière manuelle comparées à l'IA. Donc c'est bien une preuve qui vient alimenter la thèse à force de trop déléguer, tu t'émousses. Donc tu perds ta capacité à identifier le truc. Donc comme tout, c'est un outil qu'il faut avoir qui doit nous servir et pas nous desservir. Et le problème de ça, moi, je reviens toujours sur ce paradigme-là du podcast, c'est que, ok, tu t'émousses, mais tu t'émousses même pas en disant, tiens, je vais peut-être rattraper une lacune sur un autre truc où je voudrais me performer et être meilleur, donc du coup, je vais un petit peu laisser cette truc de côté-là pour vraiment... Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, tu es vraiment dans un flow où on te demande toujours plus pour des choses où le savoir-faire n'y est plus. Je vais revenir sur le sujet, je voulais terminer sur le fameux mec random qui devient quasiment à l'égal d'un expert. Comment on fait pour déterminer? Et l'expert peut avoir peur de dire j'ai peur de ne plus pouvoir me définir ou me distinguer plutôt par les compétences que j'ai, puisque Jean Random qui vient, il peut faire la même chose que moi. Je pense que moi, il y a quand même une réponse qui peut prêter entre guillemets à en tout cas être
on va dire, À être à réflexion. ouais, ou en tout cas, qui peut être positif pour l'avenir, c'est de se dire, en fait, ok, tu peux avoir un mec random qui devient autant expert qu'un expert. Sauf que ça, c'est dans des conditions très particulières. C'est-à-dire que le random, lui, il a été mis dans un périmètre qui est vraiment balisé par l'IA. Parce que l'IA, c'est un jeu de données qui sait exactement comment elle doit se comporter quand il y a ce jeu de données-là. Et qui s'est entraîné sur des données qui existent. Mais pour moi, là où l'expert, il a sa carte à jouer, c'est s'il y a un paramètre que l'IA ne sait pas anticiper ou que l'IA n'a pas vu. Je pense qu'on a quand même l'expert, il gardera toujours peut-être une petite longueur d'avance par rapport aux gens random parce que lui, il aura son vécu. Il aura ses expériences. Il aura vu des cas d'usage potentiellement que même l'IA encore aujourd'hui, même l'IA, une des IA les plus parfaites, n'aura pas relevé parce que c'est un truc qui lui échappe. Donc, mine de rien, c'est quand même rassurant de se dire qu'il y a peut-être ce truc-là. Il y a un côté catalytique à l'IA, je pense, qui est le fait que ça devrait arriver en complément, tu vois, de notre cerveau, de notre savoir. Ça veut dire que malgré le fait qu'on lui file des informations et qu'on lui file un raisonnement, elle devrait être en capacité d'étayer et de, tu vois, pas... Elle anticipera pas. Par contre, on peut lui donner certaines infos, l'entraîner à être l'assistant d'un expert et à vérifier. Et je vais même aller plus loin. Si on veut aller du côté très positif et du côté provoque, servons-nous de la technologie. Donc là, on parle d'IA, mais par exemple, pour justement sauvegarder notre savoir-faire. Il y a aussi un monde où on pourrait se dire, tiens, il y a des trucs qui commencent à nous échapper, on sent, et vas-y, viens, on l'archive. On le met quelque part. J'allais y aller dans ce truc-là parce qu'un truc qui m'avait dérangé au départ avec l'IA et je l'avais vu, je sais plus qui avait dit ça, c'était dans un spot de pub ou un truc comme ça, mais c'était genre l'IA, je veux pas qu'elle écrive des poèmes et qu'elle fasse des toiles de maître pendant que moi je fais la machine et la vaisselle, tu vois. Je veux que elle me serve et qu'elle me libère du temps, pas qu'elle fasse les trucs que j'ai envie de faire, tu vois. Complètement. Et je trouve que là c'est un peu mon côté, mais je comprends bien, c'est les effets de pub, etc. Mais on n'a pas suffisamment parlé pour moi des métiers traditionnels, de l'artisanat, ce genre de trucs qui sont des métiers qui ont tendance à disparaître, pas que à cause de l'arrivée de l'IA. Je veux dire, l'IA ne remplacera pas un charpentier ou un garagiste, tu vois, un carrossier, ce genre de trucs. Mais de manière générale, les métiers comme ça, manuels, sont à tort vus dans la société comme étant des métiers qui ont peu de perspectives d'évolution, peu de perspectives d'avenir, parce qu'on a eu tendance qui sont plus nobles comme avant. Qui sont plus nobles et on a eu tendance à toi et moi, Quentin, on a vécu dans la génération où il fallait faire tel bac parce que c'était celui qui rapportait le plus, parce que c'est celui qui ouvrait le plus de portes derrière, etc. On a très tourné ça sur la fin sur l'IA, sauf qu'il y a eu tout un paradigme du système éducatif. Oh, je l'ai fait avec l'accent québécois. Ouais, Système éducatif. Qui nous a, du coup... Salut aux Québécois, il y en a quelques-uns. C'est vrai. En vrai, on les salue. Big up. Maintenant, là, ils ont quitté le podcast. Là, ils ont rage quit. Je comprends. Désolé. Mais revenez quand même, on vous aime bien. Mais ouais, de ouf. Et du coup, cette espèce de transformation du système scolaire pour maximiser, du coup, les possibilités de faire des bonnes études par la suite, a, je trouve, causé la perte et une espèce de stigmatisation des métiers professionnels et de l'artisanat qui est, je trouve, déplorable. Même à ma génération, on nous poussait à aller dans le tertiaire, dans le service. Pour mon daron, c'était pas une vocation pour moi. Enfin, il voulait pas que je devienne chef de chantier et machin. Et après, c'était le mec à se plaindre que je savais pas tenir un marteau, par exemple. Tu vois, il y avait cette dichotomie. Mais je pense que, en vrai, pour moi, c'est ça l'objectif, c'est que il faudrait que aujourd'hui, on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on prenne le positif de ces outils-là, que ce soit de l'IA ou de la tech en général, et de se dire, tiens, le fait que je vais pouvoir avoir ces nouveaux éléments qui vont m'aider à être plus productif, ou en tout cas de faire des tâches beaucoup plus vite, ça nous libère du temps, qu'on revienne à un rythme plus lent en se disant, j'ai envie d'apprendre la guitare, tu vois. Et est-ce que ça alimente pas le circuit de la surproductivité et de la surconsommation? C'est-à-dire, c'est ça. Ouais, tu peux produire plus vite, mais il va pas t'en servir pour simplement dire je vais produire plus et je vais infliger plus de charges sur mes salariés ou quoi. Mais plutôt de dire je vais m'en servir pour leur libérer du temps. C'est un des paradigmes d'Elon Musk. En ce moment, en fait, là, il y a une accélération du côté des robots, parce que ça y est, il commence à mettre en place les lignes de montage pour les robots et tout. Il parle sur des chiffres genre de ouf, ils vont monter jusqu'au million de robots produits en un an. D'accord ? Je vous laisse imaginer tout ce que ça peut engendrer au niveau du taf et tout ça. Et lui, il dit, je vais arriver à ce moment, à ce paradigme où en fait, on aura de l'abondance infinie tout le temps parce que les robots vont produire pour nous, qu'on aura tous des revenus universels
genre, mais bien, tu sais, genre pas 1 200 euros, genre tous, on sera à 10 000 $ par mois. J'ai dit une connerie, mais ça, tu vois, un truc en abondance. Alors, moi, je suis très, très pour ce monde-là, par exemple. Parce que, non, mais tu vois, moi, dans l'idée, non, mais en vrai, quand tu prends le truc factuellement, tu dis, bah oui, si le monde peut faire, si des robots peuvent faire toutes les tâches les plus, entre guillemets, que personne ne veut faire et faire le taf à notre place et produire pour nous et qu'on n'ait plus qu'à en profiter, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui flippent en se disant, ouais, mais c'est quoi notre raison d'être si ça disparaît? Eh ben, je sais pas, moi, me lever le matin, j'en discutais même avec ma meuf de ce truc-là. Je sais pas, me lever le matin, dire, tiens, j'ai envie d'apprendre la guitare. Bah, je vais apprendre la guitare, puisque j'ai Ça pas... n'arrivera jamais. Et de quoi, les robots qui remplacent tout, machin. Mais oui, où tu te réveilleras le matin en disant, oh, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, tiens, si je faisais de la guitare. J'ai envie de te Ça dire, n'arrivera même jamais. Bah, si je sais pas, aller voir tes potes, tu vois. Non, mais Non. l'histoire, Enregistrer des bubbles tous les jours parce qu'on a le time, tu vois. Si on le a propos, envie. c'est de dire de récupérer un petit peu ce temps libre qu'on a perdu à cause de la société qui nous pousse à surproduire et à trouver une espèce de place dans le grand système, dans la grande fourmilière de la vie. Même si ça arrive, j'ai envie de te dire, le propos, pour moi, il n'est pas complètement déconnant. Le problème, c'est que ce qu'on a dit au travers de cet épisode, c'est si les robots font ce qu'on n'a pas envie de faire, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors peut-être qu'on fera des trucs créatifs, etc. Mais il faudra toujours des gens pour maintenir les robots, toutes les infrastructures derrière. Et puis on va, encore une fois, s'émousser sur d'autres trucs. C'est-à-dire, si les robots ils peuvent réparer une voiture, il n'y aura plus de garagistes. Du coup, quand il n'y aura plus de robots pour réparer les voitures, comment tu répares une voiture? Donc tu répares le robot qui répare les voitures pour qu'il répare la voiture? Non, mais je suis d'accord. Mais moi, en fait, j'ai du mal avec les gens qui sont un peu catastrophés de ces fameux débats qui n'arrivera peut-être jamais. Hein, et peut-être, moi, je pense, je le verrai jamais de mon vivant. Qui disent que, tu sais, genre, le monde où on vit, on n'a plus, entre guillemets, besoin de travailler obligatoirement. Pour certains, c'est une vraie peur. Parce que pour certains, leur travail, c'est leur vie. Mais si ton travail, c'est ta vie, c'est ta passion, qui Continue t'en de le empêche de continuer de le faire? Bah, Tu vois, sauf si la Genre- société est en mouvance et que ton métier n'existe plus. Je t'explique, parce que moi, ça me touche, parce que ça me parle particulièrement. Je t'explique, moi, si demain on arrive dans un monde d'abondance où tout se fait un peu automatiquement, que je vis avec potentiellement un revenu universel, machin et tout, parce que moi, aujourd'hui, j'essaie de vivre de ce métier-là, dans lequel, pour l'instant, je n'y arrive pas, voilà, très clairement. Mais je me dis, si demain, je pouvais me décharger de ma charge mentale, de me dire comment je vais faire pour payer mes factures, mes retraites et tout ça, mes retraites, mes factures, mes... Lui, il est déjà. Ouais, Bah, je suis déjà- ça, non, mais- si tu veux un truc que t'auras pas, c'est ça, mon pote. Mais mec, Ça, en ce moment, c'est le truc qui me terrifie parce que c'est le sujet du moment. Mais bref, mes prêts, etc. Mais j'aurais envie de pouvoir me dire, bah ouais, mais je vais faire de mes journées ce que j'ai envie. Ouais. Et Bien sûr. après, c'est toujours pareil. Le problème, c'est pas les robots, le monde idyllique qu'on essaie de nous vendre, qui n'existera peut-être jamais. Entendons-nous. Mais c'est encore une fois, c'est à nous. Si tu veux être une larve sur ton canapé, être en surpoids et de passer tes journées à regarder Netflix, j'ai envie de te dire, c'est un peu toi qui es responsable de ta propre vie. Mais j'ai peur que Tu vois dans ce cas-là, justement, ça démotive des gens et que du coup, tu aies de la perte de ce qu'ils font les humains uniques. C'est justement la découverte dans l'adversité, le fait de... Je suis pour améliorer le monde et faire en sorte qu'il n'y ait plus de métiers pénibles, mais faire disparaître le travail, demain, j'y crois pas. Viens, on parce fait que un foot dehors, pour je sais toutes pas. les- Non, On mais fait pour une course de sac à patates. pour toutes les Tu veux de raisons... l'adversité, tu veux de la Non, mais pour moi, ça n'arrivera Mais jamais. c'est surtout pour toutes les Eh raisons oui. qu'on a listées avant, tu vois. Non, mais la c'est perte quoi de- aussi je trouve cette pensée d'esclave à se dire, putain, faut absolument qu'on trime dans la vie. C'est quoi. peut-être le sujet Moi, d'un c'est prochain ça qui me épisode. rend Hein. Ouais, C'est là, peut-être, là, Oui, c'est vrai pardon, c'est vrai qu'on divague beaucoup. on divague par rapport au savoir-faire. Mais c'est sûr que je pense que pour reprendre un petit peu tout ça, c'est que au fur et à mesure, on a commencé à créer des habitudes, peut-être pour en acquérir de nouvelles et en échapper d'autres. Mais bon, c'est un truc qui commençait déjà à l'époque, hein, pour vous citer un petit peu de la philosophie. Socrate pestait contre l'écriture naissante parce qu'il disait que ça allait tuer la mémoire et que des personnes comme les Aèdes, justement, qui chantaient un petit peu toutes ces paroles, les aventures et tout ça, allaient perdre leur aura parce que justement on écrivait sur des pierres et tout ça. Donc ça commençait déjà à l'époque. Dans les années 70, quand la calculette est arrivée, ça fait tout un débat en disant en fait on perd La La photo, révolution ça tue industrielle. La photo, ça tue le dessin. Exactement, Le MacBook on peut- tue la batterie. on peut parler de plein d'exemples différents, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que, mine de rien, c'est des choses qui nous ont permis de délaisser un petit peu de charge mentale pour se concentrer sur des parties qui nous plaisaient. C'est là où ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Mathieu. Et on a gagné aussi peut-être en capacité créative Moi- ou sur d'autres sujets, mais Enfin, là, moi, où je veux en venir, c'est juste dire, c'est pas ça nous a déchargé de la charge mentale pour nous. Le problème, c'est que ça nous propose pas de ralentir.
Non, bah non. Moi, le Mais fond non, mais du tu le problème- remplaces. Mais parce que c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'on est repassé sur un esprit ultra multitâche. C'est qu'à partir du moment où on a réussi à se libérer du temps, parce que ça, on a pu le mettre dans un second plan, on va faire d'autres choses parce qu'on se dit, ok, ça y est, il y a une case vide, on va le remplir à quelque chose que je dois faire. Surtout dans un métier comme on fait nous, on est en multicasquette et il faut à chaque fois faire quelque chose. Et on est esclave de nos algorithmes qui nous en demandent toujours plus. Et même au-delà de l'algorithme, c'est simplement de dire bon bah ok, t'as terminé un script, il va falloir que tu tournes. Ensuite, quand t'as terminé le tournage, tu fais le montage, etc., etc. Enfin, j'hallucine toujours parce que j'ai jamais vécu ce truc-là d'être un salarié en CDI, de me dire bah je fais mon travail de 9h à 18h et quand je rentre à 19h, bah je fais ce que je veux de mon temps, puisque en fait mon temps c'est celui que je le mets à profit comme je veux. C'est ça. Il y aura personne derrière qui va me dire bon en fait il faut que tu fasses ça. J'ai jamais vécu ça parce que dès que j'ai terminé mes études, je me suis lancé là-dedans. Mais c'est une grosse parenthèse pour vous dire que c'est vrai qu'il y a toujours cette charge mentale dont tu as malheureusement hérité en commençant ce nouveau taf. Mais je pense qu'il y a tout un truc de muscles intellectuels qu'il va falloir se remettre un petit peu à niveau dans plein de domaines Mais différents. ça commence aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Le soir, j'en avais parlé dans un des épisodes précédents où j'essayais de faire un peu la détox de la dopamine, donc l'hormone du besoin, c'est de la sollicitation, pas vraiment de l'envie, mais parce que j'ai des problèmes pour dormir et que j'ai un sommeil très léger, donc il faut que j'aille bien dormir. Et le soir, qu'est-ce que je fais ? 1 heure avant d'aller dormir, je sais à quelle heure je dois dormir pour bien dormir, je coupe les écrans, ne pas déranger, machin, et je prends mon livre. Tu vois, c'est con, mais je force mon cerveau à faire un truc, un exercice, je me plonge dedans, je fais que ça, j'ai pas de distraction autour, la lumière elle est basse, et en fait, c'est très difficile au départ de reprogrammer son cerveau dans ces trucs-là parce que tu perds l'habitude de faire qu'une seule tâche, de t'immerger dedans, etc. Mais après, t'aimes bien ça. Donc, toutes ces choses-là, demain, quand vous serez sur votre lit et que vous serez en train de scroller sur Insta, pour ceux qui le font là le soir en écoutant Bubble, dites-vous peut-être qu'après ça, est-ce que je ferais pas quelque chose, tu vois, un petit sudoku, petit mot croisé, petit livre, un truc qui monopolise votre cerveau sur une tâche unique. Reprendre le contrôle de nos habitudes, c'est un épisode qu'on a fait, qu'on vous invite à aller écouter évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce petit podcast, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup pour votre temps, de mettre votre temps à profit pour nous écouter. Je fais des petits bisous en arrière-plan. Exactement. Si jamais vous avez envie de nous mettre des petites 5 étoiles ou de partager un commentaire, n'hésitez pas à le faire, soit sur la notation des podcasts, soit directement sur Instagram en DM. Faites la bulle aussi, dans la bulle, là, vous êtes timide, on vous entend plus. La bulle vocale, n'hésitez pas à l'utiliser comme ça. Si vous avez envie de réagir à un sujet comme celui-ci, on sera ravis de revenir là-dessus dans un épisode en début de semaine. De notre côté, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Salut.